bienvenue dans la citadelle. Attends, doucement. Désolée, mon chien est un petit peu fou. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2021 en espérant que celle-ci sera plus douce que celle qui vient de se terminer. Et donc aujourd'hui, je vais faire avec vous le bilan de mes lectures de l'année 2020, parler un petit peu de cette première année pour moi sur les réseaux sociaux, à vous parler de mes lectures, à vous parler que de mes lectures parce que finalement c'est la seule chose dont je vous parle, faire un petit peu le point sur mes coups de cœur, mes déceptions, ce que m'a apporté les différents réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et YouTube. Tout d'abord, je tenais à parler de mon expérience sur les réseaux sociaux, puisque cela va faire un an que je me suis lancée. Je me suis lancée en décembre 2019, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'ai d'abord créé ma page Facebook, et puis quelques semaines après ma page Instagram. Et après j'ai décidé d'ouvrir le blog afin d'avoir un endroit où les chroniques que je peux poster sur mes livres soient classées et surtout ne se perdent pas, puisque sur Instagram ou Facebook, si c'est pas dans l'actualité, les chroniques ont tendance à se perdre dans les fils d'actualité, elles sont loin sur les pages et donc forcément ce ne sont pas les chroniques et les articles les plus vus. J'ai été vraiment très surprise puisque quand j'ai lancé le blog, la page Facebook et la page Instagram, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait déjà autant de monde qui me suivrait en peu de temps. En 3-4 mois sur Instagram, j'ai dû atteindre 300 à 400 abonnés. Sur Facebook, il y a beaucoup plus d'abonnés, mais les gens sont beaucoup moins actifs que sur Instagram, vont beaucoup moins commenter, vont beaucoup moins liker. On va dire que j'ai l'impression que sur Facebook, la visibilité est beaucoup plus moindre. Après sur Instagram, il y a un peu moins d'abonnés, mais plus de réactions, les publications sont beaucoup plus vues et c'est sur Instagram que j'ai fait le plus de rencontres, surtout au niveau des auteurs. Donc ça c'est génial, j'apprécie vraiment beaucoup cette expérience, j'apprécie les échanges. C'est sur Instagram que j'ai rencontré pas mal de chroniqueuses en mode virtuel, puisqu'on s'est pas rencontrés en vrai, surtout que cette année 2020 n'a pas trop permis les échanges de vive voix. C'est un petit peu dommage, mais bon, on fait comme ça, on espère que 2021 sera mieux, même si j'y crois pas forcément. Actuellement, sur Facebook, on est plus de 1300, mais comme je vous dis, il y a peu d'interactions, j'ai beau partager autant que sur Instagram. Au niveau interaction, il y a beaucoup moins de likes, il y a beaucoup moins de commentaires. Sur Instagram, il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Et puis les gens sont beaucoup plus réactifs, ils regardent beaucoup plus les stories au niveau des statistiques. Et sur Instagram, nous avons passé les 836 au jour où je vous tourne cette vidéo. Je suis vraiment très contente de cela. Même si c'est pas un chiffre énorme, la communauté est très active et surtout bienveillante. Et ça, c'est génial. Je suis heureuse, j'aurais jamais cru qu'en un an, ça marche aussi bien. En avril-mai, c'était à la fin du confinement du premier, j'ai lancé ma chaîne YouTube, comme vous le savez, sinon vous ne me verriez pas ici. Et sur ma chaîne YouTube, là, nous sommes presque 500. Ce matin, quand j'ai regardé, nous étions à 491, donc les 500 approchent. Franchement, j'en suis vraiment très heureuse. Ça ne fait même pas un an, ça fait quelques mois. Et sans vous, ce serait pas pareil. C'est grâce à vous que ça marche. C'est vous, vos commentaires, vos petits likes, les échanges qu'on peut avoir en privé, comme sous les posts ensemble, qui me permettent de garder la motivation de partager avec vous, que ce soit des conseils lecture que vous me donnez ou quand je vous poste un truc sur un livre que vous me dites ah bah tiens ce livre me fait très envie, tu m'as donné envie de le lire, ou que vous me dites ah bah tiens telle sortie me tente quand je vous fais les sorties du mois, et ça me fait plaisir parce que du coup j'ai l'impression que tout le temps que je passe à créer ces vidéos, à partager avec vous, puisque faut pas se leurrer,
tourner la vidéo c'est une chose, mais il y a tout le travail qu'il y a derrière, donc savoir ce que je vais dire dans la vidéo, mais aussi tout le travail de montage, l'upload, ça prend un temps infini. Et donc ça m'encourage à mettre les moyens pour me garder du temps, pour faire le montage, pour partager avec vous, et ça me plaît énormément. Et j'espère que je vais continuer à évoluer avec vous et qu'on va continuer à échanger en 2021. Donc pour en revenir au bilan de l'année, cette année j'ai lu 228 livres. Alors comme mon chéri m'a dit, c'est pas beaucoup par rapport à ton nombre de lectures habituelles. Oui, puisqu'il faut savoir que généralement je suis à un peu plus de 1 roman par jour, même en travaillant, mais comme je lui disais, les autres années, j'étais pas sur les réseaux, je partageais pas mes avis lecture, je faisais pas de vidéos YouTube, j'avais pas le travail de montage, j'avais pas tout ça, donc forcément j'avais plus de temps pour lire. Sachant que cette année, j'ai découvert beaucoup d'outils. J'ai découvert les outils pour programmer mes publications, parce que des fois il y a des publications que vous avez sur Instagram que je programme simplement pour pas qu'elles soient toutes collées les unes à la suite des autres, pour les étaler sur la semaine, et généralement je fais ça tout le même jour, à un moment où j'ai du temps libre, qui fait que des fois une publication se met en ligne alors que je suis au travail. Et donc j'ai découvert tous ces outils, j'ai découvert les logiciels de montage, j'en ai testé plusieurs, j'ai dû apprendre comment cela fonctionnait parce que je ne m'y connaissais absolument pas en montage, je savais même pas ce que c'était un montage vidéo avant, donc j'ai dû apprendre plein de choses. J'ai investi aussi avec mon conjoint Gauthier dans du matériel pour essayer de vous tourner des vidéos de bonne qualité, donc dans des lumières puisqu'on a un appartement qui est très très sombre. Et sans lumière, il faut savoir que la qualité vidéo est misérable. Comme dans la famille de mon conjoint, ils sont dans la musique, le son est quelque chose d'important. Et du coup, on a investi aussi dans un micro avec une perche. Donc le micro est juste au-dessus de moi, mais vous ne le voyez pas. Et tout cela, bah, ça m'a pris du temps de recherche. Bon, je vous avoue que Gauthier s'y est beaucoup collé aussi, hein, parce qu'il s'y connaît beaucoup mieux que moi en matériel. Il a fallu que j'apprenne à utiliser ce matériel, il a fallu vraiment que je m'adapte avec tous ces moyens. En apprenant à utiliser tout ça, et ben forcément, j'ai passé beaucoup moins de temps dans les livres, mais ça me plaît énormément. J'ai l'impression d'être passée d'une lectrice solitaire à une personne qui partage et qui puisse parler de sa passion avec des personnes qui sont tout autant passionnées. Et ça c'est génial, puisque dans mon entourage, il y a très peu de lecteurs, donc il y a peu de gens qui partagent la même passion que moi, donc c'était difficile de parler livres, c'était difficile de parler de ça. Je sais que moi, beaucoup dans ma famille ne comprennent pas cette passion que j'ai de la lecture. Grâce à vous, je peux partager cela et c'est une chance énorme, même si je vous avoue que me montrer en vidéo m'avait demandé beaucoup de courage au début. Maintenant, on va faire un petit point ensemble sur les livres que j'ai aimés, que j'ai pas aimés, les sagas, les romances. On va parler de tout ça et j'ai envie de commencer de parler avec vous des sagas coup de cœur en fantastique et fantasy que j'ai découvert cette année et qui ont été d'excellentes surprises. Et je vais commencer par Le secret de Lomé d'Alixane de Lys, publié chez Michel Lafon. C'est une trilogie que j'ai adorée, une trilogie qui m'a fait vibrer. Donc dans cette histoire, nous suivons Lomé, une jeune adolescente, enfin jeune non, puisque c'est une adolescente plus proche de l'âge adulte, qui va lors d'une excursion de spéléologie avec le lycée, tomber dans une espèce de ravin dans la grotte, et là, paf, elle se réveille dans un monde inconnu, un monde qui s'appelle Balshenta, un monde où il y a encore de l'esclavage, les peuples sont inamicaux, la forêt, la faune, la flore, les bêtes qui s'y trouvent, toutes les créatures sont toutes inhospitalières. Et ce monde va être très difficile puisque Lomé est une jeune fille qui est assez pourri gâtée, qui a un caractère de fille populaire. Et elle va devoir s'adapter à tout ça, elle va devoir trouver le moyen de survivre et elle va vivre des aventures extraordinaires. Et cette saga était un coup de cœur de par l'évolution des personnages, la recherche de l'autrice pour créer un monde pareil, un monde que je n'aurais pas pu imaginer moi-même, avec des créatures qui ne ressemblent à aucune autre, même si quelques créatures iconiques de la fantasy font leur apparition. Et j'ai passé un excellent moment, la lecture est addictive, la plume de l'autrice se lit vraiment toute seule. J'ai adoré, je ne peux que vous conseiller cette saga qui a été un coup de cœur. Cette année,
j'ai dévoré tous les tomes de sortie de la saga ACOTAR. Et cette saga, je l'ai découverte justement grâce aux réseaux sociaux et franchement, je ne regrette pas. Cette saga est en quelque sorte une réécriture de La Belle et la Bête, mais qui prend une tournure complètement différente. Pourquoi je parle de réécriture de La Belle et la Bête? Tout simplement puisque nous allons suivre Fer. Fer, c'est une jeune fille, une humaine, qui un jour, elle est partie à la chasse pour nourrir sa famille et elle va tuer un faé. Et tuer un faé, ça a des lourdes conséquences jusqu'au jour du coup où un seigneur faé va se pointer chez elle dans la petite cabane où elle vit avec son père et ses sœurs et va lui dire bah vous allez me suivre maintenant, vous allez être ma prisonnière. Sauf qu'en fait elle sera pas prisonnière comme on s'y attend. Elle va se retrouver dans le palais de Tamlin, le seigneur faé de la cour du printemps, et elle va y être traitée comme une princesse, sauf qu'elle ne va pas comprendre pourquoi. Et pourquoi j'ai aimé cette saga? Puisque cette saga est nuancée entre le bien et le mal, entre le noir et le blanc, avec des différentes nuances justement. Et j'ai beaucoup aimé ça, puisque les personnages sont surprenants, l'histoire est surprenante, et les contrées qu'on rencontre font rêver. Les créatures sont juste waouh, c'est pareil, c'est des créatures qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, c'est des créatures qui sont complètement inventées par l'autrice, ou si elles sont pas inventées, je les ai vues nulle part ailleurs. Les personnages sont très charismatiques et j'ai été surprise du début à la fin. Et dans les livres, ça monte en crescendo. Si vous voulez, si j'ai adoré ce tome 1, j'ai encore plus aimé le tome 2. Et j'ai encore plus aimé le tome 3. Le tome 4 c'est différent puisque il se prépare plutôt pour être un spin-off qui va se concentrer sur une des sœurs de Fer. Mais franchement c'est une saga qui est juste excellente et je vous en ai déjà parlé de multiples fois donc je vais pas trop m'attarder parce que j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Une autre saga de cette année qui a été une très très bonne surprise, qui est plutôt science-fiction, mais que j'ai mis dans cette catégorie puisque comme je lis pas d'autres livres de science-fiction, je suis très peu basée sur ce genre, je savais pas dans quelle catégorie le mettre. Et cette saga a été une bonne surprise dans le sens que c'est une saga dont je vous ai parlé dans les sagas populaires que je n'osais pas lire. Et il s'agit des Chroniques lunaires que j'ai découvert il y a quelques jours d'ailleurs, puisque j'ai lu ce tome 1 il y a 3 jours et j'en suis à la fin de la lecture du tome 3. Donc finalement, même si je craignais de la lire, elle est plutôt bien passée. Je pense que vous avez déjà deviné de quoi je vous parle si vous avez vu ma vidéo, si vous me suivez sur Instagram. Il s'agit du coup du premier tome des Chroniques lunaires, donc Cinder. Et j'ai adoré le deuxième tome, le troisième tome que je suis en train de lire est sur la même voie. Et j'ai adoré, même si je craignais le côté science-fiction. Alors au début, le côté science-fiction m'avait gêné au niveau du langage, puisque j'étais pas du tout adepte de ce langage, je connaissais pas forcément les termes employés. Et puis après 2-3 explications des termes, et ben c'est passé comme une lettre à la poste. J'ai beaucoup aimé la façon dont les contes ont été mis en scène et surtout la façon dont les contes ont été reliés entre eux. Souvent dans les livres de contes, je suis très déçue, surtout quand ils sont revisités, puisque les contes ont tendance à ressembler trop au conte original, j'arrive pas à me détacher de l'histoire principale. Et là, bah finalement, Cinder, j'arrive pas à la relier forcément au personnage de Cendrillon, ainsi que les autres personnages, comme le personnage du petit chaperon rouge. Il y a quand même des éléments qui nous rappellent le conte original, mais l'histoire est écrite de telle manière que finalement ça s'en délie complètement. On est bercé dans cette originalité, on est bercé dans cet univers, et j'ai beaucoup aimé la façon dont du coup les personnages sont reliés entre eux, même s'ils ont vraiment rien à voir, et ça a été une bonne saga, j'ai beaucoup aimé, même si je pourrais pas forcément la clarifier de coup de cœur, mais elle fait partie de mes très bonnes découvertes de l'année. Une autre saga que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé, qui est une saga fantastique, mais qui rentre aussi dans la romance, et c'est la saga Méandre de Céline E. Nicolas. C'est une saga que j'ai lue en numérique, qui m'a été envoyée par l'autrice, qui est une des premières autrices à m'avoir fait confiance sur les réseaux sociaux. Et dans cette saga, nous allons suivre un groupe d'amis, avec des personnes qui se rencontrent, qui se reconstruisent ensemble, et qui vont devoir faire face à quelques éléments surnaturels. Je ne vous en dis pas plus, je n'évoque pas les personnages non plus, puisque si j'en évoque trop,
je vous spoil un petit peu toute la saga. Maintenant, je vais vous parler de mon plus gros coup de cœur de l'année. Je suis désolée, vous m'en entendez peut-être un peu trop parler. Il s'agit du coup de Sœurs de sang. Donc là, c'est le tome 1. Le tome 2 a été encore plus un gros coup de cœur, mais je ne peux pas vous parler du tome 2 si vous n'avez pas entendu parler du tome 1. Donc Sœurs de sang, dans cette histoire, nous allons suivre deux sœurs qui rêvent d'être des dresseuses de phénix comme leurs ancêtres en ont été. Sauf qu'elles vivent dans un monde où les phénix sont interdits, la magie est interdite, il y a eu des guerres qui ont ravagé le monde et toutes ces guerres ont révolutionné vraiment tout le royaume. Et donc Val et Veronica, elles vont partir à la recherche d'œufs de phénix, elles vont en trouver deux, mais sur les deux, il n'y en a qu'un seul qui va éclore, donc forcément vous imaginez que ça va créer des problèmes entre les deux sœurs. Le phénix choisit en quelque sorte son dresseur, enfin il y a un lien qui se crée vraiment entre le phénix et son dresseur. Suite au conflit, les deux sœurs vont se séparer, donc on sait pas trop ce que fait Val pendant qu'on suit Veronica, parce que Veronica est le personnage que l'on va suivre le plus dans ce premier tome du moins. Et Veronica va du coup tomber sur un clan de dresseurs de phénix, un clan qui se cache, et elle va tout faire pour l'infiltrer. Là-dedans, elle va rencontrer d'autres personnages, elle va en apprendre plus sur l'histoire des phénix, elle va en apprendre plus sur le dressage, elle va tisser des liens qui sont vraiment géniaux avec d'autres personnages, des personnages auxquels on va vraiment s'attacher, et qui vont prendre une importance toute particulière dans la suite de leurs aventures. Donc on va y rencontrer des personnes du royaume qui ont une grande importance. J'ai beaucoup aimé le fait que on est bercé dans les divinités, dans l'histoire de ce monde, et le monde est ultra développé, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fantasy. J'aime pas quand l'histoire de fantasy va trop vite, quand les mondes ne sont pas développés, et là justement, il y avait vraiment tous les éléments que j'aime. Dans les sagas que j'ai adorées cette année, j'ai reçu Calliope en service presse de Coconan, publié chez Cherry Publishing. Donc le tome 1, Le sacrifice d'une princesse. Et ce tome a été un coup de cœur. Dans cette histoire, nous allons suivre Calliope et je ne sais plus, voilà, le prince Carel. Donc Calliope, c'est la princesse de Viridia, et Carel, c'est le prince de Lapidia, qui sont deux peuples qui s'opposent, qui sont en guerre. Et pour sauver son peuple, pour arrêter la guerre, Calliope, elle va épouser le prince Carel afin de sauver son royaume et sauver aussi celui de Carel, puisque Calliope est une jeune femme avec beaucoup de cœur et elle tient vraiment à toutes les vies quelles qu'elles soient. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect là, et j'ai beaucoup aimé le monde dans lequel on évolue, j'ai beaucoup aimé le schéma politique, j'ai beaucoup aimé le caractère des personnages, j'ai beaucoup aimé toutes les révélations auxquelles on a droit, et ça a été vraiment un excellent moment lecture. Cette année, j'ai découvert une saga historique assez sanglante avec une autrice un petit peu sadique mais très sympathique, et il s'agit de la saga du destin des cœurs perdus de J.C. Stenier. Et donc dans cette histoire, nous allons suivre des héritiers de Castel d'Arc, qui est le château en question d'où vient la famille principale. Ces héritiers, petit à petit, dans chaque tome, en fait, on suit par exemple au début les sœurs dont on relate l'histoire dans le premier tome, et après on suit leurs descendants. Et on se rend compte que dans cette famille, ils sont maudits, il leur arrive que des choses pas cool. Tout ça dans un contexte historique des plus sanglants, avec des personnages qui sont charismatiques, qui sont intéressants. J'ai aussi aimé, c'est que l'auteur nous met tout cela en scène à travers un climat historique qui est réel, à travers un climat historique où on rencontre des personnalités dont on a entendu parler, et ça j'ai adoré, ça a été quelque chose de topissime. J'ai retrouvé pas mal de choses que j'ai appris en histoire, auxquelles j'ai pu m'identifier du coup par rapport à ce que j'ai entendu. Mais j'ai aussi aimé le fait que on voit que les personnages ne sont pas tout noirs ou tout blancs. J'ai aimé qu'il y ait à la fois de la romance, du sanglant, de l'historique. J'ai adoré cette histoire, j'ai aimé les personnages, et j'ai hâte de voir ce que J.C. Stenier va nous concocter pour la suite.
Il y a peu de temps, j'ai découvert Nevernight, N'oublie jamais de J. Christophe, qui est le premier tome d'une saga de dark fantasy. Et ce tome-là, je l'ai lu en lecture commune. J'ai adoré l'histoire de Mia, une jeune fille qui a vu sa famille décimée. Pour se venger, elle va rejoindre une école d'assassins, mais cette école d'assassins est une école très particulière, est une école dans laquelle personnellement j'aimerais pas me retrouver. C'est une école où les professeurs n'ont vraiment aucune pitié. J'ai aimé cette saga de par la complexité des personnages, de par le suspense. Je crois deviner un truc et puis en fait j'ai tout faux. J. Christophe sait nous surprendre. Après, je vous l'accorde, le langage est très particulier et peut en bloquer plus d'un. Même si moi ça ne me dérange pas, je trouvais que le champ lexical s'adaptait parfaitement au style de l'histoire. Le langage m'a au début un petit peu perturbée, puisque nous avons un type narratif qui est assez inhabituel dans le sens où les phrases sont construites de manière assez poétique, mais avec un langage ultra grossier. C'est ça qui est perturbant. Et la deuxième chose qui est très perturbante dans ce livre, ce sont des notes de bas de page qui sont juste immenses. Alors personnellement, les notes de bas de page, j'en ai sauté quelques-unes, je me suis concentrée que sur celles qui étaient assez indispensables. Mais les notes de bas de page, si vous voulez, elles vous font un peu de description pour approfondir un peu l'univers, le récit, l'histoire des personnages. Donc elles apportent quand même quelque chose, même si pour moi elles ne sont pas toujours nécessaires. Mais par exemple pour une adaptation cinématographique, désolée j'arrive plus trop bien à parler, et ben elles sont vraiment géniales. Donc ça a été une très bonne surprise, j'ai aimé vraiment le climat, mais ce livre n'est clairement pas pour tout le monde. Et du coup, en dernier coup de cœur de tout ce qui est saga, fantasy, fantastique, je vais vous parler d'une fantasy qui est assez particulière, une fantaisie un peu fofolle, une fantaisie que je qualifierais plutôt d'urban fantasy, qui est à mi-chemin avec le fantastique. Et il s'agit de Myrina Holmes de Anatrice, publié chez Black Ink Edition. Et dans cette histoire, nous suivons Myrina qui est une chasseuse d'Infernum. Infernum, c'est le lieu, si vous voulez, où vivent les démons. Et nous apprenons qu'il y a plusieurs classifications de démons. Et dans ces classifications, il y a plusieurs niveaux. Ils n'ont pas tout à fait les mêmes pouvoirs, les mêmes caractéristiques. Et il y a aussi des lois pour les démons, et quand ces démons ne respectent pas ces lois et que les démons font du grabuge sur la terre ou sur Infernum, Myrina, qui est un démon assez hybride puisque elle a des origines un peu particulières, et ben elle est là justement pour capturer ces démons et faire régner la paix et respecter les lois. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre tout simplement parce qu'il est assez fou. Il est assez fou dans le sens qu'il mêle romance, mais une romance assez peu conventionnelle, mais il mêle aussi fantaisie, intrigue, policier. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de joutes verbales. Enfin, c'est un roman qui allie un petit peu tous les genres, tous les styles, et qui met du baume au cœur avec de l'action, des rebondissements. Et j'avais passé un excellent moment. D'ailleurs, je crois que je l'ai lu en une après-midi, donc vous voyez ce qui m'a plu. Comme vous le savez, mis à part la fantasy et le fantastique, la romance est mon autre genre littéraire de prédilection. Et cette année, je vous ai sélectionné 4 romances qui m'ont particulièrement marqué. Il y a Double Jeu de Morgane Rugraff de Black Ink Edition. Double Jeu, nous allons suivre donc 2 jumeaux qui ont tendance à se faire passer pour la même personne lorsqu'ils rencontrent une femme. Pourquoi? Puisque leur but c'est de la faire souffrir pour se venger d'une peine amoureuse qu'ils ont eue il y a des années. Et un jour, il y en a un des deux qui va rencontrer Lux qui est serveuse au Majestix, un club pas tout à fait recommandable, mais c'est sa seule façon de pouvoir payer ses factures, assumer sa vie qui est très difficile. Eux, ils vont un petit peu la voir comme une de leurs proies habituelles, sauf que quand ils vont se faire passer pour Matt auprès de Lux, ils vont avoir une belle surprise, c'est que Lux ne ressemble en aucun cas au genre de fille auquel ils ont l'habitude de se confronter. Et Lux va créer une espèce de rivalité entre les deux, mais sans le savoir, parce qu'elle croit toujours avoir affaire à Matt, la seule et même personne.
Sauf que Hugo et Enzo sont deux personnes bien distinctes et ça va poser beaucoup de problèmes. Et cette romance est beaucoup plus noire que ce à quoi je m'attendais quand je l'ai lue. Je l'ai lue en une nuit, elle était très addictive et je pense que je n'oublierai pas de sitôt. Il y a une romance qui m'a beaucoup touchée. Une romance de chez Hugo, donc dans la collection New Romance. Il s'agit de Eleanor and Gray de Brittany Sechery. Et donc dans cette histoire, nous suivons Eleanor et Gray. Nous les suivons d'abord dans le passé. Eleanor a une maman qui est victime d'un cancer. Eleanor vit difficilement cette situation. Eleanor est une jeune fille fan d'Harry Potter, retranchée un petit peu dans ce petit monde. Mais sa cousine va la pousser à sortir un peu. Et un jour où elle l'a beaucoup stimulée pour que celle-ci aille à une soirée, elle va se rapprocher de Gray. Gray qui est le meilleur ami du copain de sa cousine Shay. Ce jour-là, Gray va tout faire pour être l'ami d'Eleanor et entre eux va avoir une belle relation d'amitié mais aussi d'amour qui va se créer. Mais un amour assez pur, assez innocent, qui n'a pas vraiment pris la tournure auquel on s'attend. Il va aider Eleanor à vivre la perte de sa maman suite au cancer. Et là, nous nous retrouvons des années plus tard. Eleanor et Gray se sont perdus de vue. Gray n'est plus l'homme qu'il était et Eleanor va se retrouver par inadvertance la nounou des 3 enfants de Gray. Voilà un petit peu pour le speech principal et j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées par cette romance qui sont particulièrement touchantes, qui m'ont mis les larmes aux yeux. La thématique qui concerne la famille, la thématique qui concerne l'amitié et les thématiques qui concernent le deuil, les thématiques qui concernent la famille recomposée. Enfin, il y a beaucoup de thématiques abordées et toutes sont touchantes et ce livre, il peut que vous émouvoir. C'est une belle histoire, c'est un livre qu'on ne peut pas oublier comme ça. Et la plume de Brittany Sechery se lit vraiment toute seule. Il y a une autre romance de chez Hugo qui m'a particulièrement touchée, qui reste sur le thème de la famille et il s'agit de Stairway to Heaven de Delinda Dane. Stairway to Heaven m'a touchée puisque nous allons suivre un papa célibataire qui va tout faire pour sa fille Briar Rose. Ce papa n'était pas forcément un homme fréquentable pendant sa jeunesse, mais il a tout fait pour changer et maintenant sa fille est la prunelle de ses yeux. Sa petite fille qui n'a pas de maman, sa petite fille qui a été laissée devant sa porte des années auparavant avec juste un seul mot, Briar Rose est ta fille. Ce jour-là, la vie de cet homme a été bouleversée. Ce jour-là, il a tout donné pour cette petite fille. Et cette petite fille a une chance énorme d'avoir un papa comme ça. Leur relation m'a touchée, m'a émue. Leur nounou attitré, celle qui s'occupait d'eux, un jour va prendre sa retraite et trouver une nounou de remplacement ne va pas être facile pour Tristan, ce papa poule, puisque personne ne peut convenir et personne n'est assez bien pour sa petite fille. Cette petite fille qui est particulièrement touchante mais qui souffre du fait d'avoir été abandonnée par sa maman, de ne pas avoir une place féminine dans sa vie. Cette petite fille qui a une histoire toute particulière. Et un jour arrive Even, une fille un peu fofolle, une fille qui comprendra Briar Rose mieux que personne, une fille qui va devoir faire un peu du forcing auprès de Tristan pour se faire accepter. Je me suis régalée, j'ai beaucoup aimé les thématiques abordées, j'ai beaucoup aimé la fraîcheur qu'Yvonne apportait dans la vie de Briar et Tristan. J'ai beaucoup aimé cette petite fille, j'ai beaucoup aimé Tristan et son évolution. Et c'est une histoire qui ne m'a pas laissé indemne. Pour continuer avec les éditions Hugo, puisque oui, c'est une maison d'édition que j'adore, cette année j'ai eu un véritable coup de cœur pour la duologie Si seulement de Magali Ingwimber. Donc ça c'est le tome 1 et le tome 2 s'intitule Seulement si. Et dans cette histoire, nous allons suivre 2 jeunes gens qui partent à la fac. Donc il y a Alyssa, puis nous avons Lucas, si je vous dis pas de bêtises. Non, c'est pas Lucas, c'est Luc. J'ai un problème avec les prénoms. Et donc Alyssa et Luc se connaissent depuis toujours. Mais le lycée les a un petit peu séparés puisqu'ils n'avaient pas du tout les mêmes groupes d'amis. Alyssa est la fille timide et Luc est le garçon populaire, mais ils vont se retrouver à aller à la même université et Luc et Alyssa vont se rapprocher. Mais ce livre, il m'a bouleversée dans le sens où il y a une thématique dont on ne se doute pas et cette thématique m'a fait verser un nombre incalculable de larmes.
Et sachant qu'il y a 2 tomes, on s'attend pas à voir ce qui se passe dans cette histoire, on s'attend pas à être aussi bouleversé. Et ce jour-là, j'ai vidé ma boîte de mouchoirs. Ce livre m'a fait vider ma boîte de mouchoirs. Et j'ai pas trop envie de vous en parler, puisque je vous spoil tout. Et après une fin comme ça, en fait, on se dit, mais c'est pas possible, il peut pas y avoir un 2e tome. Et si, en fait, il y a un 2e tome. Et du coup, c'est une histoire d'amour qui est magnifique. Une histoire qui aborde une thématique dont on n'imagine même pas. Quand on lit le résumé, on se dit, oh, c'est une simple histoire d'amour, c'est tout doux, c'est tout mignon, ça va faire du bien. Et puis en fait, vous êtes déprimé quand vous en sortez de ce livre. C'est intense, c'est prenant, c'est génial. Cette année, je me suis mise à relire des mangas et des BD. Ça faisait depuis mon adolescence que j'en avais plus lu. Et cette année, en me remettant à lire des mangas et des BD, ça m'a sorti en quelque peu d'une panne de lecture pendant le premier confinement. Pendant le premier confinement, j'arrivais pas à me plonger dans les lectures habituelles. J'avais besoin d'évasion, j'avais besoin de quelque chose de nouveau. Et les mangas m'ont permis cette évasion, m'ont permis de lire des choses qui me changent complètement les idées, qui me mettent le sourire et qui détendent un peu l'atmosphère. Il y a 5 mangas qui m'ont particulièrement marqué cette année et donc j'avais très envie de vous en parler. Tout d'abord, j'avais envie de vous parler du shoujo de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, publié chez les éditions Pika. Et dans cette histoire, nous allons suivre Miko, une jeune fille qui est au lycée, qui va débarquer dans une colocation avec des adultes. Mais cette colocation n'est pas n'importe laquelle puisque l'appartement appartient à son oncle et ses parents vont la laisser dans cette colocation puisqu'ils vont partir s'occuper de la grand-mère malade de Miko. Et donc Miko va arriver dans cette colocation, elle va vouloir se faire accepter, donc elle va vraiment tout donner de sa personne pour se faire accepter et elle va rencontrer Matsunaga qui lui est l'homme le plus âgé de la colocation. Un homme qui a un sale caractère et qui va se montrer très protecteur avec Miko, qui va prendre un petit peu un rôle de paternel qui n'est pas du tout son rôle, mais Miko, elle, ne va pas s'empêcher de pouvoir déclencher des sentiments pour Matsunaga. Nous avons la problématique de la différence d'âge, mais nous avons aussi des liens d'amitié, nous avons une colocation qui est touchante avec des personnages charismatiques et c'est un manga qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a vraiment beaucoup plu. Actuellement il y a 8 tomes et j'attends le tome 9 avec beaucoup d'impatience. Cette année j'ai découvert un manga qui m'a bouleversée. Je pensais que c'était une histoire légère et puis finalement cette histoire m'a mis les larmes aux yeux. Il s'agit de Goodbye My Hero Garden de Dr Pepperco, publié chez les éditions Komiku. Et dans cette histoire, nous allons suivre Anako, une jeune japonaise, qui va arriver en Angleterre, rencontrer son auteur préféré. Malheureusement, cet auteur, elle ne pourra pas le rencontrer. Elle va rencontrer une jeune noble, je ne me souviens plus de son nom. La Mademoiselle Alice, elle s'appelle. Et donc Mademoiselle Alice va accueillir Anako comme femme de chambre. Entre elles vont se tisser une belle histoire d'amitié et Anako va discuter avec Mademoiselle Alice qui est elle aussi passionnée de littérature et elle va apprendre que celle-ci connaît Victor Frank, son écrivain préféré. Mademoiselle Alice va accepter de mettre en lien Anako et Victor Frank pour que Anako puisse réaliser son rêve. Sauf qu'en échange de ce service, Mademoiselle Alice va demander à Anako de la tuer. Anako étant une jeune femme touchante, elle va pas vouloir tuer Mademoiselle Alice et elle va rechercher les raisons de pourquoi Mademoiselle Alice veut mettre fin à ses jours. Et c'est là que rentrent en compte des thématiques qui sont encore d'actualité aujourd'hui, mais qui n'étaient pas perçues de la même façon que l'on peut voir aujourd'hui. Et ça m'a touchée, ça m'a bouleversée. C'est une histoire qui rentre dans le féminisme, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de littérature, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire sur la place de la femme qui n'était pas la même qu'aujourd'hui avant, autrefois. C'est une histoire de perception, c'est une belle histoire mais qui est vraiment touchante. Cette année, grâce à vous, ma communauté, j'ai découvert l'Atelier des sorciers qui m'a été conseillé de nombreuses fois en commentaire quand je me suis mise à relire des mangas de chez Pika Édition, donc de Kamome Shirahama. Et dans cette histoire, nous suivons Coco, une jeune humaine qui rêve de pouvoir faire de la magie jusqu'au jour où quelqu'un va lui vendre un grimoire magique. Et elle va essayer de faire de la magie, mais elle va pas forcément penser que ça fonctionne puisqu'elle n'est pas née sorcière. Et
le sortilège qu'elle va faire, il va fonctionner, sauf que c'est un sortilège interdit et que du coup il aura de lourdes conséquences sur sa maman. Passant par là, Kifray, un professeur d'un atelier de magie et qui est un sorcier, va aider Coco en lui promettant de l'aider à trouver le contresort qui sauvera sa maman en lui apprenant la magie. Et c'est là que Coco se rend compte qu'il ne faut pas forcément être née sorcière pour faire de la magie et que le secret de la magie est bien différent de ce à quoi elle pensait. Et là, nous allons rentrer dans un univers magique avec une histoire touchante, des personnages intrigants et surtout un trait graphique qui est juste sublime. Puisque Kamome Shirahama est aussi graphiste pour DC, Marvel et d'autres institutions très connues et dont forcément on ne peut pas ignorer la qualité de son trait graphique qui est connu dans le monde entier. Pour continuer avec les mangas qui ont un trait graphique exceptionnel, je vais vous parler de Magus of the Library de Mitsu Izumi, le tome 1 publié chez les éditions Kiun. Et ce manga m'a bluffé vraiment par rapport à la qualité graphique. J'ai jamais vu une telle qualité graphique dans un manga, que ce soit au niveau du souci du détail, de tout. Il est vraiment exceptionnel, au niveau de l'histoire aussi. Nous allons suivre Sio qui rêve de travailler à la bibliothèque centrale, un garçon qui ne rêve que de livres, mais malheureusement il est très pauvre. Et ce garçon a des oreilles pointues, il est rejeté par son peuple, il est rejeté tout simplement puisque soi-disant sa classe sociale n'est pas assez bien. Jusqu'au jour où des Kahuna vont arriver dans son village et vont remettre les choses au clair avec les villageois. Et l'importance de Sio, ce personnage, va prendre une autre dimension dans l'histoire et on va voir que finalement la classe sociale n'a pas vraiment d'importance pour avoir accès à la culture, à la littérature. Et c'est une belle histoire, un manga qui prône de belles leçons, les personnages sont touchants. Et comme je vous dis, rien que pour admirer le graphisme, ça vaut le coup de le lire. Le dernier manga qui m'a beaucoup touchée cette année, il s'agit de Iruma à l'école des démons de Osamu Nishi, publié chez les éditions Nobidomi. Ce manga m'a particulièrement touchée puisqu'il m'a beaucoup fait rire, il est plein d'humour et de dérision. Donc dans cette histoire, nous avons suivi Iruma qui est un mortel, qui a des parents peu conventionnels, qui se sont très peu occupés de lui. Et Iruma, c'est quelqu'un qui sait pas dire non, qui a un très bon cœur, un très bon fond. Et un jour, un démon va venir passer un pacte avec ses parents, et du coup, ses parents vont vendre leur fils à ce démon pour pouvoir avoir de l'argent, puisque ses parents sont très superficiels. Donc Iruma va devenir du coup le petit-fils de ce démon. Iruma va donc atterrir dans l'école des démons que préside ce démon qui est devenu son grand-père, puisque ce démon rêvait de devenir papy. Et donc pour réaliser ce rêve, il lui fallait ce petit garçon Iruma. Et Iruma va avoir beaucoup de problèmes, parce que dans son école de démons, il faut pas qu'on découvre que c'est un mortel. Il va devoir trouver des subterfuges tout en gardant toutes les valeurs auxquelles il prône pour pouvoir survivre dans cette école. Si cette année a été bercée de très belles découvertes, j'ai aussi eu des déceptions. Et la première dont j'aimerais vous parler est une expérience assez particulière et on va dire ma première mauvaise expérience avec un service presse. Et du coup il s'agit de Namate de Florent Beignet. Alors je pourrais pas vous dire de quoi parle le livre parce que honnêtement je ne m'en souviens plus. Il y a ma chronique sur le blog mais j'ai pas envie de vous faire un récital de ma chronique. Ce livre m'a particulièrement marqué tout simplement puisque Florent Beignet, l'auteur de ce livre, avait un peu boycotté ma chronique de service presse. Comme toute chronique, je publie toujours mes avis, que ce soit sur Amazon, Babelio, Booknode, Facebook, les réseaux sociaux et mon blog. Et ce livre, j'avais mis 3 sur 5 en étoiles. J'avais été perdue dans les descriptions, je me semble. En fait, il y avait énormément de descriptions et je crois qu'il y avait pas mal de choses qui me manquaient pour que je comprenne bien l'histoire, je sois immergée dans le récit. Donc l'auteur était, on va dire, assez d'accord avec mon avis. Enfin, il l'a pas critiqué parce que je parle toujours de mon ressenti personnel. Ce que je ressens n'est pas forcément ce que ressent une autre personne. Mais il m'avait demandé de supprimer mon avis. Tout simplement parce que 3 étoiles sur 5 pour lui n'était pas assez bien et allait lui faire baisser ses notes sur Amazon. Ça m'avait particulièrement gênée puisque moi je veux être honnête avec ma communauté et je veux pas forcément boycotter mes avis qui sont pas 100% positifs, sachant que 3 sur 5
pour moi c'est pas non plus catastrophique. Et l'auteur m'avait harcelé toute la journée pour que je supprime mon avis des plateformes de lecture, des plateformes commerciales. Et moi, c'est quelque chose qui m'a perturbée. Comme je vous dis, je veux être honnête avec ma communauté, je veux pas boycotter un avis tout simplement, puisque l'auteur n'est pas content de cet avis, que ce soit un service presse ou une lecture personnelle, c'est pareil, et l'auteur ne voulait simplement pas que je lui fasse baisser sa note sur Amazon, puisqu'il espérait pouvoir décrocher un contrat d'édition. Donc il est clair que je n'accepterai plus de partenariat avec cet auteur. Et donc rien que par rapport à ça, il m'a laissé vraiment un très mauvais souvenir de cette lecture. Un autre livre que je n'ai plus puisque je l'ai revendu, c'est Renouveau de Jen Kalonita, un Twisted Tale qui est celui de la Reine des Neiges. Malheureusement, je n'ai pas aimé ce Twisted Tale, même si j'adore l'histoire de la Reine des Neiges. L'histoire avait beau être différente, j'avais l'impression de lire la même chose que le dessin animé. C'était différent, mais les actions qui se passaient revenaient au même en fait. Ça changeait pas grand chose, du coup ça m'avait pas transporté et j'avais trouvé que cette réécriture de conte était pas très originale. Pour rester toujours dans le même thème, un autre Twisted Tale m'a beaucoup déçu, donc c'est Ce rêve bleu de Liz Braswell. Pourquoi il m'a déçu? Alors la première partie, jusqu'à qu'Aladin se retrouve dans la grotte, c'est un copier-coller du Disney. Ensuite, les événements qui se passent sont assez différents, mais pourtant pas assez original pour que je me détache de l'histoire principale et que j'oublie le conte, donc c'est pareil. Ce Twisted Tale a fait un flop pour moi. Pour l'instant, je n'ai lu que 3 Twisted Tale. Donc il y a Histoire éternelle, Renouveau et Ce rêve bleu. Et il n'y a que l'Histoire éternelle qui a été pour moi un excellent livre. Même si c'est pas un coup de cœur, il m'a laissé un excellent souvenir. Je l'ai beaucoup aimé et lui se différenciait vraiment de l'histoire. J'avais aimé vraiment la façon dont on avait tourné l'histoire de La Belle et la Bête, mais les autres ne m'ont guère plu. Un autre livre m'a beaucoup déçu cette année. C'est un livre dont vous avez beaucoup entendu parler, puisqu'il s'agit de Midnight Sun de Stephenie Meyer, publié chez Hachette. Pourquoi il m'a déçu? Tout simplement parce que le point de vue d'Edouard, pour moi, n'apporte strictement rien à l'histoire. J'ai beaucoup aimé la première partie du livre puisqu'on avait les pensées d'Edouard. Si vous voulez, la première partie du livre, c'est un peu ça. Désolée, c'est un des seuls livres qui est en mauvais état puisque je le lisais au bord de la piscine, je me suis endormie en le lisant et mon maillot de bain était mouillé, donc les pages ont gondolé. Voilà, la première partie, ça doit faire ça. On apprend des choses nouvelles et une fois que la relation entre Edouard et Bella est instaurée, qu'ils sont en contact, c'est un copier-coller de Fascination. Je m'attendais vraiment à quelque chose de différent, je m'attendais vraiment à quelque chose de transcendant et non, ça l'a pas été. J'ai pas eu ce sentiment en lisant Midnight Sun de je veux lire la suite, je veux savoir ce qui se passe. Non, pas du tout. Et quand j'ai pas ça, quand j'ai pas forcément envie de revenir sur ma lecture, ça veut dire que c'est une lecture qui m'a laissée assez indifférente. Dans mes déceptions de cette année, j'ai Dark Romance de Penelope Douglas, publié dans la collection EH. Pourquoi ce livre m'a déçu? On me l'avait super bien vendu. Mais je sais pas, je pourrais même plus vous raconter l'histoire. Je l'ai oublié, mon esprit a complètement occulté cette histoire. J'ai trouvé que c'était sombre pour pas grand chose. Je n'arrivais pas à comprendre la psychologie des personnages et j'ai pas réussi à m'attacher et à rentrer dans le récit comme je l'aurais aimé. Des fois, il y a des lectures qui plaisent à d'autres. Et puis, moi, personnellement, me laisse indifférente. Puis, il y a des lectures qui déplaisent à certains et qui, moi, sont de réels coups de cœur. Voilà, on a tous des avis et des goûts différents. Heureusement, d'ailleurs. Maintenant, je vais vous parler de 2 livres de fantasy young adult qui ont fait beaucoup parler, mais qui, pour moi, ont été décevants. Décevants dans le sens où j'en attendais beaucoup, mais j'en attendais vraiment beaucoup plus. Après, c'est pas des déceptions dans le même genre que celles dont je vous ai parlé précédemment, parce que c'est des déceptions dont je veux quand même lire les suites. C'est des déceptions dans le sens où j'attendais mieux, mais le cliffhanger de la fin me donne envie de connaître la suite de l'histoire. Je vais donc vous parler du Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajon. Alors ce livre a été une déception dans le sens où je m'attendais à voir un prince cruel. Et non, en fait, il n'a pas été cruel dans le sens l'histoire n'est pas sanglante. Et dans le sens où l'histoire est longue, mais longue à démarrer. Si j'avais pas discuté avec de multiples gens sur Instagram, j'aurais abandonné cette lecture.
j'aurais pas continué. Honnêtement, c'était un supplice. Les premières pages, je m'ennuyais clairement. Et puis, une fois arrivée à la moitié du livre, à un peu plus de 250 pages, je me suis mis à adorer le reste de l'histoire, je me suis mis à apprécier tout ce qui s'y passait, je me suis mis à être plongée dans l'intrigue. Et donc c'est là que je me suis dit bon bah heureusement que j'ai continué cette lecture parce que finalement la fin était top. La fin m'a donné envie de lire la suite qui devrait sortir je ne sais quand. C'est sûr que je continuerai cette saga juste pour ça. Donc dans cette histoire nous suivons Jude. Jude qui avec ses sœurs a vu ses parents tués par je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Madoc, quelque chose comme ça mais je sais plus. Et donc Madoc a été, ou est plutôt le père biologique de sa sœur aînée. Et il va élever Jude et sa sœur jumelle comme ses propres filles. Ça va se passer dans le monde des Fae. Un monde très cruel, un monde où les mortels ne sont pas forcément bien traités. Et donc Jude va s'attirer les foudres de Cardan, je crois qu'il s'appelle, qui est un des princes héritiers du royaume. Et entre eux va s'instaurer une sorte de bizutage. Et le deuxième livre très populaire qui m'a déçu, pareil, c'est pas dans le sens j'ai pas envie de lire la suite, bien au contraire, j'ai très envie de lire la suite, mais dans le sens j'en attendais beaucoup. Il s'agit de Roule de Hélène Goodlette, publié chez les éditions Bayard. Et donc pourquoi ce livre m'a déçu? Bah je ne m'attendais pas du tout à avoir une triple narration. Je ne m'attendais pas à une histoire pareille. Je m'attendais vraiment à des combats et pas forcément à des messages cachés. Je m'attendais à des rivalités plus importantes. Je sais pas si vous me suivez puisque vous n'avez peut-être pas lu cette histoire, mais dans cette histoire nous avons Zophiren et Akela qui sont trois jeunes filles. Trois jeunes filles d'origine complètement différentes, mais trois jeunes filles qui vont se révéler être les héritières du roi. Le roi les a fait venir au palais pour leur annoncer qu'il était leur père et qu'une des trois filles allait prendre sa succession. Donc moi je m'attendais vraiment à voir, si vous voulez, une rivalité, mais dans le sens où elles vont se faire des coups bas, elles vont se battre pour prendre la place de celle qui sera l'héritière. Mais non, en fait, c'est un maître chanteur qui va les faire chanter chacune de leur côté. Et ensemble, elles vont former une espèce d'alliance. Du coup, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et j'ai été déçue dans ce sens-là. Mais après, l'histoire est très intrigante et très bien formée. Et le cliffhanger de la fin, il est top. Franchement, il est top. J'ai été déçue simplement puisque je m'attendais vraiment à autre chose. Et que ce livre avait tellement fait parler que du coup, j'avais placé la barre beaucoup trop haute. Je suis aussi très reconnaissante à cette année 2020 qui a été compliquée puisque beaucoup d'auteurs m'ont fait confiance alors que je débutais à peine sur les réseaux. Du coup, je tenais à les remercier. Donc je tenais à remercier JC Sténier qui est une des premières à m'avoir fourni un service presse avec la saga du coup Le Destin des Cœurs Perdus qui est juste génial. Je peux que vous conseiller d'aller lire les tomes de sortie. Il y a Sébastien Moulin, un auteur de fantasy qui est ultra sympathique et qui m'a fait confiance en me faisant lire du coup Les Légendes perdues d'Egan, le tome 1, Légion 7. Et il y a également le tome 2 et qui est une histoire de fantasy basée sur les chevaliers du zodiaque mais aussi sur les mondes de Warcraft avec des créatures iconiques des mondes de Tolkien, George R. Martin. Enfin, c'est de la fantaisie vraiment bien construite. Enfin, je peux que vous conseiller. Il est auto-édité, mais franchement, il faut lire ces fantaisies. C'est pareil, vous pouvez retrouver mes chroniques sur le blog. Il y a Céline Nicolas qui a écrit la saga Méandre, dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais qui a écrit aussi 2 romances qui sont vraiment géniales. Donc, il y a Sky, qui avait été un joli coup de cœur, qui nous relate l'histoire d'un écrivain torturé sur son île. Et nous avons Valkyrie qui elle est une romance basée sur des bikeuses et dont un deuxième tome est en préparation si je me trompe pas. Nous avons aussi Virginie Cancier qui nous a concocté une romance paranormale avec la saga des frères Chandelin qui sont des frères au pouvoir particulier et qui vont rencontrer leur âme sœur.
mais malheureusement leurs pouvoirs particuliers sont autant un avantage qu'un désavantage dans le monde dans lequel on vit. Et il y a aussi Tali Perrault que je tiens à remercier, qui a été une très belle rencontre, une autrice qui m'a fait confiance en me faisant lire son livre Attractif Enchantement, qui est une romance historique douce et belle et qui prône d'excellentes valeurs, et j'ai hâte de lire le tome 2. Je tiens vraiment à les remercier parce que ce sont des auteurs avec lesquels je discute assez régulièrement, des auteurs qui me font confiance à chacune de leurs parutions et dont j'espère pouvoir continuer longtemps le partenariat qu'on a fait ensemble. Cette année 2021, 2 maisons d'édition m'ont fait confiance pour être partenaires, donc cette année je vais lire des livres de la maison d'édition Évidence et de la maison d'édition Inceptio, qui sont 2 maisons d'édition plus ou moins connues, mais j'ai vraiment hâte d'attaquer ce partenariat pour ce début d'année avec eux et j'espère que l'aventure va être vraiment bien. Et maintenant, il est temps de parler de mes objectifs pour cette année. En 2021, il faut vraiment que je mette en place mon projet d'interview auteur en live sur cette chaîne YouTube, puisque je vous en ai déjà parlé, puis des soucis de santé ont fait que le projet a été un petit peu repoussé. Et j'ai pas voulu me mettre la pression, je me concentre encore sur ma guérison qui n'est pas encore totale. Ça va arriver incessamment sous peu. Cette année 2021, je compte faire en sorte de mieux gérer mon stress et mon temps pour les publications, pour les vidéos, puisque comme je débutais un peu dans tout ça, que je maintiens quand même mon activité professionnelle, il n'est pas toujours facile de trouver le temps de lire, de faire les vidéos, de faire les chroniques, de respecter les délais pour les services presse, donc c'est un problème que je pense qu'on a toutes sur les réseaux sociaux. Et cette année, du coup, je compte faire en sorte d'avoir une meilleure organisation et me mettre un peu moins la pression. Cette année, j'ai lu un thriller que j'ai beaucoup aimé, donc c'est Toute blesse la dernière tue de Karine Guibel. Il est juste là, je peux vous le montrer, voilà. Donc qui a été une excellente lecture et du coup, même si c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, ça a tellement matché avec ce livre-là que j'ai pour objectif cette année d'en lire un peu plus. Et sinon, pour continuer avec les objectifs de l'année 2021, je compte lire les sagas que j'ai peur de commencer. Donc il faut absolument que je lise La Passe Miroir, qui est juste derrière moi là. Et il faut absolument aussi que je lise La Voleuse de Secrets, La Gardienne des Mensonges et La Briseuse d'Illusions, qui se trouve juste ici aussi, de la saga Librairie Jumpers. Donc c'est les sagas que je n'ose pas sortir de ma pile à lire, dont je vous ai déjà parlé, et qui sont déjà très connues. Et cette année, il faut absolument que je les sorte. Puisque si ça fait comme les Chroniques Lunaires, ça se trouve, ça va matcher. Mais bon. Si je ne tente pas, je ne saurai jamais. Et un dernier objectif qui compte énormément pour moi en cette année 2021. Je compte continuer à découvrir et créer des partenariats avec des auteurs auto-édités, puisque j'ai eu vraiment de très très belles découvertes cette année. Et ce sont des auteurs avec qui finalement je discute énormément, je partage beaucoup. Ils m'aident à me développer au niveau de ma communauté et moi ça me fait plaisir de partager à ma communauté les œuvres qu'ils ont créées. C'est des auteurs qui apportent beaucoup, c'est des auteurs qui travaillent énormément et c'est pas puisqu'ils sont auto-édités que leurs œuvres sont moins bonnes que des œuvres éditées par des maisons d'édition. Il faut savoir qu'actuellement l'auto-édition est un choix, ça permet à l'auteur de faire vraiment ce qu'il souhaite de son livre et de surtout en garder les droits. Et ça je pense que c'est quelque chose d'important et je souhaite continuer à les soutenir puisque franchement les auto-édités font partie de mes plus belles rencontres. Donc j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Elle est peut-être un peu longue, je sais pas combien de temps elle va faire au montage, mais en tout cas là ça fait bien 2 heures que je parle, j'ai la voix complètement sèche. Moi j'ai été ravie de vous présenter ce bilan, ça m'a permis aussi moi de voir où j'en étais, de faire un petit point sur cette expérience qui est toute nouvelle, toute jeune pour moi, mais qui a été franchement topissime. Et cette expérience m'a aidé à tenir le coup cette année qui a été pour le moins difficile je pense pour tout le monde. Et donc j'en suis vraiment très très reconnaissante. C'est pas forcément facile de se lancer sur les réseaux sociaux, mais si vous avez envie de le faire, faites-le, puisque franchement ça apporte
beaucoup de choses. Moi qui peux être assez timide dans la vie réelle, bah, ça me force à m'ouvrir aux autres, ça me force à prendre un peu confiance. Et surtout, on fait de très belles rencontres, on partage sur une passion commune, ce qui n'est pas forcément toujours évident dans la vie réelle. On apprend beaucoup de choses sur le monde du livre, sur le monde de l'édition, sur le travail d'auteur, sur ce que c'est vraiment être chroniqueur, chroniqueuse sur les réseaux sociaux. Ça a été une très bonne expérience et je compte la continuer auprès de vous. Et donc vous n'hésitez pas à me parler de vos lectures de l'année, de vos coups de cœur, de vos déceptions, de vos objectifs littéraires pour 2021. N'hésitez pas, l'espace des commentaires est fait pour que l'on en discute tous ensemble. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao ciao!